Voilà, Olivier Souter, bienvenue. Et on va parler un tout petit peu au-delà de la photographie, parce que la photographie, c'est pour moi juste une catégorie d'images. Donc plutôt d'images, en fait, et de son usage et de ses origines, en rapport avec la photographie peut-être. Et puis je vais aussi essayer de vous montrer peut-être quelques artistes qui me paraissent intéressants par rapport à l'usage de la photographie. Et mon propre travail aussi qui recourt de manière tout à fait ponctuelle, c'est pas du tout systématique. Je suis pas du tout photographe. J'utilise vraiment la photo comme un moyen d'expression et de transmission. Donc en fait, aux origines des choses, c'est toujours l'image qui me fascine. Et c'est vrai que l'image dans le territoire occidental européen, ça a été pratiquement depuis les Grecs, et ensuite par rapport à la Renaissance, ça a toujours été une image mimétique, qui essaye de dire le monde, en l'imitant. Et c'est vrai qu'avant la photographie, qui est inventée au 19e siècle, moi je considère qu'il y a des photographes qui sont des artistes peintres. Je sais pas si on le voit ici, mais c'est un tableau qui représente les origines de la peinture. Dibutade, qui était amoureuse de son amant et qui en fait reproduit l'ombre de son amant sur un mur. Et puis après, justement, ce moment, je trouve assez intéressant, mais c'est ce moment de la Renaissance, en fait. Alors, j'ai ici des différentes représentations chez Léonard de Vinci, chez Alberti, etc., où on montre finalement le système qui va donner lieu à la photographie, en passant par la camera oscura entre deux, encore, hein, et on essaye de fixer, en fait, la réalité du monde. J'aime beaucoup, il y a là sur le mur une image de Marcus Retz, où on voit, en fait, des mains qui se tendent et qui prennent un cerveau, et en même temps le cerveau qui regarde à travers les yeux le monde. Et le monde dans le cerveau, et le cerveau qui devient l'organe qui permet de considérer le monde. J'aime bien cette relation-là, et c'est vrai qu'au moment de la Renaissance, Marcus Retz aujourd'hui parle toujours de ça, c'est vraiment cette appréhension du monde. Et on joue en fait sur une illusion, une image c'est une illusion, c'est deux dimensions, c'est Magritte qui a dit ça très bien, hein, avec « Ceci n'est pas une pipe ». Mais c'est vrai que Magritte, par exemple, a joué sur la perspective au XXe siècle en poursuivant des choses entre le plan, hein, et la profondeur. Parce que c'est vrai que l'image est réduite. En fait, c'est le monde réduit à deux dimensions. Et voilà, donc tout ce système de la perspective, en fait, c'est un moyen d'observer le monde, et c'est vrai que c'est très propre à l'art occidental. Et puis, quand je vous parlais de photographe tout à l'heure, de l'art occidental, j'aurais justement au moment de la Renaissance 2-3 personnages, je pense à Dürer par exemple. Parce qu'aujourd'hui, on n'arrive plus très bien à se rendre compte, en fait, de ce que ça voulait dire de peindre une touffe d'herbe comme ça à l'époque. Aujourd'hui, on a tellement de moyens de reproduire cette touffe d'herbe. 2 siècles presque plus tard, on peut faire de la sculpture en 3 dimensions et reproduire les choses telles quelles. Ou Van Eyck, dans un détail d'Urtade de l'agneau mystique, où on arrive à reconnaître 75 sortes de plantes différentes. Donc, une observation et une plante, c'est quelque chose d'éphémère. Et Léonard de Vinci, lui, il a fait des reproductions à un certain moment de mouvements d'eau. Et en fait, on s'est pendant longtemps interrogé sur la véracité en fait de ces observations. Et c'est au moment où on a pu avoir des appareils de photo qui prenaient des instantanés au 500e de seconde qu'on a pu se rendre compte que Léonard de Vinci en fait avait observé vraiment ce qui se passait dans des tourbillons d'eau. Et puis après, il y aura justement l'utilisation de la camera oscura, qui était l'appareil photographique, mais sans le moyen de fixer les images. Hein. Mais le principe était connu, il y avait un objectif, il y avait un diaphragme, enfin un diaphragme, il y avait une lentille, et puis les artistes profitaient de ces systèmes par un jeu de miroir pour en fait reproduire la lumière de l'extérieur dans la chambre noire. Et on pense, mais on n'est pas sûr parce qu'on a très peu d'indices sur Vermeer. Moi, je prends ce détail ici, c'est juste de la folie absolue de faire des ombres bleues comme ça, bleu violacé, absolument délicates. C'est d'une finesse mais tellement incroyable. Et encore une fois, on n'avait pas d'appareil de photo et on n'a pas copié les choses. Donc il fallait observer la lumière telle qu'elle était à ce moment-là. Et puis il y a bien sûr l'invention de la photographie, 1827 avec Niepce, cette première image. Et puis juste après, 2 artistes encore qui m'intéressent passablement par rapport au lien avec la photographie et l'image, comme ça. C'est Monet, bien sûr, avec ses séries de cathédrales au moment où la photographie couleur n'existe pas encore. Monet disait, je peux travailler pendant une demi-heure sur un tableau au maximum parce qu'après la lumière a trop changé. Donc je trouve très intéressant aussi ce rapport à la lumière, au monde tel que on peut le percevoir. Ça veut dire une acuité là
autre que c'est le Léonard de Vinci, mais au niveau de la perception de la couleur, perception de la lumière qui est extraordinaire. Et puis, dans cette veine imitative, on a un autre artiste, mais là on est en 3 dimensions, qui est Rodin. Et Rodin, j'aime bien cette anecdote, en fait, quand il a réalisé cette sculpture de l'âge d'airain, 1880 à peu près, on lui a reproché, en fait, d'avoir moulé le corps. Elle fait exactement la taille réelle d'un être humain. Et on lui a demandé carrément de prouver que c'était lui qui l'avait faite, en faisant une autre sculpture. Et voilà, c'est des histoires par rapport à ce rapport à l'image et à l'image disant le monde et représentant le monde qui m'intéresse passablement. Bien sûr qu'après, et puis bien sûr que tout s'accélère très très rapidement, 19e siècle, la photo, et puis le film qui arrive, la chronophotographie entre deux, etc. Donc aujourd'hui, on est dans un monde où l'image est tellement multiple. Jusqu'au 19e siècle, on pouvait pas reproduire des images facilement. Il fallait faire des lithographies, il fallait les imprimer. C'était fastidieux. Avant, c'était des gravures sur cuivre. Mais juste pour faire un tirage, petit format, il vous faut quart d'heure, vous en avez plein les mains, etc. Donc aujourd'hui, on a des moyens de reproduction extraordinaires qui permettent de diffuser les images aujourd'hui à la vitesse de la seconde. Et étonnamment, le monde n'a pas tellement pris, me semble-t-il, de manière générale dans l'éducation, etc., conscience de ça. De cette image qui était en fait aux origines des moyens de communication de l'être humain, parce que les premières images, en fait, elles ont précédé de pratiquement 50 000 ans les premiers textes. Donc l'image était à la source de la communication dans les temps préhistoriques. Et puis aujourd'hui, on est pratiquement aussi là, avec un langage qui est beaucoup plus universel que l'écriture, parce que une image, tout le monde voit ce qu'il y a dedans, même si après, il y a des codes parfois. Il faut quand même un peu savoir lire les images. Mais on n'apprend pas à lire les images. On apprend à lire les textes, mais pas les images. Et j'ai l'impression que dans notre société, la considération pour l'image n'est pas très élevée de manière générale. Donc voilà, ça c'est un petit peu des choses générales sur l'image, comme ça, sur la photographie, sur la représentation du monde. Et puis, dans les artistes qui m'intéressent, pourquoi est-ce qu'on utilise les images, en fait, dans l'art? C'est vrai que moi, j'ai plutôt un parcours en même temps d'artiste ou d'accompagnateur d'artiste, parce que j'étais aussi responsable de festivals, entre autres, ici à Fribourg, du Festival du Belluard ou du Festival La Bâtie à Genève, qui sont des festivals qui sont en fait pluridisciplinaires. Et c'est vrai que autant on avait autrefois un peu des disciplines qui étaient très séparées les unes des autres, qui n'intervenaient pas trop, autant depuis le XXe siècle, en fait, je dirais que les artistes utilisent ce dont ils ont besoin pour s'exprimer. Donc les artistes, je pense, visuels, peut-être, je sais pas, par héritage, comme ça, de garder des traces. À un certain moment, en faisant des performances, très souvent, ils ont utilisé la photographie pour fixer ce qu'ils ont fait. J'ai ici deux œuvres qui sont presque les deux extrêmes, en fait. Bon, une, c'est pas tout à fait une trace, c'est une projection. Mais en haut, c'était une œuvre qui a été réalisée à Friaire par Roman Signer, l'artiste suisse appenzellois, qui avait en fait mis un dispositif en place avec des fibres optiques qui traversaient l'espace. Et puis à un certain moment, il était assis à une table, comme moi j'étais assis ici, il avait une sorte de pistolet, et il a déclenché en fait la lumière qui est passée dans les fibres optiques à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire qu'en fait, personne n'a rien vu. Parce que c'était tellement rapide, il n'y a pas eu d'éclair ni quoi que ce soit, ça passe. C'était vraiment dans la fibre optique, et c'est uniquement l'appareil photographique qui a pu conserver, en fait, la trace de ce qui s'était passé. Donc il y a des choses qui se passent comme ça, que seul l'appareil photographique est capable, peut-être, de fixer à un certain moment. Aujourd'hui, on voit les super ralentis, des trucs juste absolument affolants. La technique va au-delà de ce qu'on peut voir. Puis en bas, c'est un projet d'un artiste qu'on avait invité au Belluard il y a quelques années en arrière, qui s'appelle David Claerbout, qui a fait, en fait, c'est le film le plus long du monde, je pense. Il va durer 1000 ans. Il a commencé il y a 3 ans, peut-être, 3-4 ans, quelque chose comme ça. En fait, il a fait une reconstitution à partir d'images synthèses du stade olympique de Berlin. Et il a, à partir de la constitution de ce stade, c'est-à-dire des matériaux dans lesquels il est construit, en fonction de la météo qu'il fait à Berlin, en fonction du froid et du chaud, etc., il a essayé d'imaginer un film dans lequel le stade se dégrade au fur et à mesure. Donc, depuis aujourd'hui, qu'est-ce qui va advenir? Puis en même temps, on a le vrai stade, lui, qui va s'user de manière naturelle. Donc c'est
une chose. Et il a dit, moi, je m'occupe pendant les 25 premières années de ce film, parce qu'après, comme il a déjà, je pense, une soixantaine d'années, 50, 60 ans, bah après, il y a quelqu'un d'autre qui prendra le relais. Mais c'est un film qui est prévu, en fait, un programme qui est prévu pour durer pendant... Et lui-même ne sait pas ce qui va se passer dans 500 ans. Donc voilà, des projets comme ça, mais où on trace, où on utilise les images comme ça, pour créer du sens, pour interroger le sens, pour interroger le monde aussi. C'est des choses qui me passionnent assez. Une image juste à côté, vous pourrez faire en détail après, une image extraordinaire de Christian Boltanski. En fait, si vous regardez l'image, vous voyez un portrait large d'une espèce de cour d'école. Il y a, je sais pas, 50, 100 enfants qui sont dessus. Et puis vous vous dites, bah, tiens, voilà une image comme une autre. Mais il se trouve que c'est l'école juive de Berlin, portrait en 1938. Et à partir de là, ben bien sûr, tous ces enfants souriants, vous commencez de vous fabriquer des histoires. Parce que vous savez ce qui se passe après. Et du coup, cette image, elle a une force que je trouve extraordinaire. Donc il y a des moyens aussi de dire véritablement des choses, pas de l'utiliser uniquement comme trace. Et par exemple, Thomas Hirschhorn, qui est un artiste que j'aime beaucoup, qui a fait ce livre extraordinaire, Les plaintifs, les bêtes, les politiques, qu'il a édité au Centre d'art contemporain à Genève il y a quelques années, et qui découpe des photos souvent, qui fait des espèces de collages, un peu comme des écoliers. Il dit d'ailleurs, moi je veux pas de technique en art. Je veux juste faire, il faudrait qu'au niveau technique, n'importe quel adolescent, 12 ans, il arrive à faire ce que je fais au niveau du découpage, etc. Il prend des moyens très bruts, il écrit comme un adulte. Par contre, il choisit des images excessivement fortes. Et puis tout à coup, il nous dit, ben voilà, avant, après, hein, la guerre, les éclopés, etc. Et il nous fait toute une série comme ça de livres qui nous questionnent beaucoup sur l'image. Il met tout à coup des points d'interrogation autour. Il nous met une image de voiture, je veux résister, hein, voiture de luxe, etc. Donc vraiment un questionnement absolument fantastique. Voilà, un podium ici où on voit souvent comment des atrocités, puis laquelle est la plus forte, là, classer les choses aussi quelque part, apprendre à les appréhender. J'aime bien un artiste comme Erwin Wurm, que vous connaissez certainement, l'extraordinaire Erwin Wurm, qui a utilisé beaucoup la photographie, mais il utilise aussi la photographie parmi d'autres moyens d'expression, Erwin Wurm. Il a construit, vous savez peut-être, il a fait des voitures obèses ou anorexiques. Il a fait beaucoup de choses en sculpture, mais il pratique tout un travail sur des sculptures d'1 minute, 1 minute sculpture, où il demande en fait à quelqu'un de prendre la pose dans une situation un peu particulière. Alors là, je suis tombé là-dessus par hasard tout à l'heure, mais il a demandé à des curés et des nonnes, mais des vrais curés et des vraies nonnes, en fait, d'avoir des attitudes. J'adore cette image ici, de cette nonne qui, en fait, on le voit difficilement, mais elle a juste les 2 doigts plantés dans un petit pain. Mais c'est tellement merveilleusement poétique et ça change tellement le regard qu'on a aussi sur la personne, sur l'environnement, etc. Ou le curé qui est là avec un citron dans la bouche. Et puis quelque part, bah, vous voyez, ça c'est une série avec les prêtres, mais il a fait faire plein de choses à plein de gens comme ça. Donc il y a toujours en fait un dessin qui donne une instruction, et puis la personne ensuite fait pendant le temps d'1 minute l'instruction, la fait réellement, et il y a une photographie qui est produite. Et en fait, à force de répétition de ces petits gestes, etc., je trouve que c'est une manière d'interroger nos vies, d'interroger la banalité de nos gestes parfois aussi. Ah ouais, vous voyez ici, il y a justement le dessin, en fait, et puis après, il faut reproduire la chose, il y a l'objet à côté. Et je sais pas si vous avez déjà été dans une exposition d'Erwin Wurm, mais c'est fantastique, parce qu'en fait, tout le monde est en train de faire les choses, quoi. Donc tout le monde devient sculpture vivante. Voilà, Roman Signer, enfin d'autres, etc. Il y en a plein. Enfin, je trouve fantastique. C'est clair que la photo est ici merveilleuse. Hein. Si on le peignait, ce serait pas du tout la même chose. Je pense que c'est intéressant aussi de voir justement comment un moyen d'expression peut avoir plus de véracité ou plus d'efficacité dans un certain contexte. Richard Long, par exemple, qui est aussi un artiste que j'aime énormément. Ben, lui, il fait un travail de land art, donc à un certain moment, il photographie avec énormément de soin, et ça devient un tableau. De mettre des cercles comme ça, des pierres en rond comme ça, c'est une manière de dessiner. Simplement, les moyens, c'est comme pour la photo ou pour d'autres choses. Les moyens, ici, à la place que ce soit des pigments, ben voilà, c'est des pierres, et puis à la place qu'on ait une toile, il y a un paysage. Denis Oppenheim, par exemple, qui en fait dessine sur le ciel,
qui fait voler un avion, puis qui lui fait faire une spirale comme ça, de manière très précise, et qui photographie la chose. Je trouve que c'est des choses qui sont intéressantes dans les moyens d'expression, justement. Puis là, on utilise la photo. C'est clair que la même image ici, peinte, ça aurait pratiquement pas de sens. On comprendrait pas. Non, mais pour dire qu'effectivement, je pense que j'ai grandi au milieu des livres, et puis j'ai toujours adoré lire. Donc c'était pour moi quelque chose qui était central. Et les livres permettent aussi de voyager d'une manière extraordinaire. C'est souvent beaucoup plus fascinant. C'est rigolo. Je discutais l'autre jour avec Nicolas Brulart, là, le directeur de Friard. Il me disait, je pars à New York. Je lui dis, je suis aussi à New York. Je suis en train de lire Henri Miller. Donc voilà, effectivement, j'ai du plaisir aussi à avoir des images, des travaux d'artistes, etc., comme ça autour de moi. Et c'est vrai que c'est une chose à laquelle je tiens, quoi. Donc voilà la mort de l'art. Alors bon, moi c'était un peu le titre que j'ai donné cette série sur les tombes d'artistes. J'ai été un peu aux quatre coins du monde, enfin c'est-à-dire en Europe, jusqu'en Russie, jusqu'en Norvège, etc. Et aux États-Unis entre autres, photographier les tombes chaque fois des artistes occidentaux qui étaient importants pour moi depuis la Renaissance jusqu'à aujourd'hui. Magnifique. Et puis j'ai fait des photographies en fait chaque fois. Voilà, on en voit quelques-unes ici. Léon Bax, enfin je sais pas quoi. Jean-Michel Basquiat à New York, qui c'est lui. Basile, un impressionniste, etc., etc. Émile Bernard. Et ça continue avec des artistes plus contemporains. Et là, c'est vrai que la question c'était comment présenter ça. Et autant là-dedans c'est assez joli, autant je vois pas, parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé, mais tu vas faire un livre avec ça. Puis je dis, mais je crois pas que je vais faire un livre, parce qu'autrement ça fait un peu un catalogue. Je trouve que ça fait un peu l'illustration, voilà, puis il y a encore celui-là, puis encore celui-là, puis ça m'intéresse pas vraiment. Alors là, le dispositif en fait que j'avais imaginé, parce que j'ai chaque fois mesuré exactement la grandeur des inscriptions et des tombes au moment où j'étais sur place. Donc en fait, j'ai reproduit les choses ensuite en dimension réelle. Chaque plaque funéraire est reproduite en dimension réelle. Par exemple, Fernand Léger, ici, la plaque, elle fait 2 mètres sur 2, à peu près, même un peu plus. Mais à côté, il y avait une plaque qu'on voit pas tellement elle était petite, qui faisait 1 centimètre sur 20, d'un artiste, en fait, qui était mort au champ d'honneur. Mais disons que voilà, la plaque de Auguste Maquet, c'était juste une inscription dans un registre, dans un cimetière militaire. Et en fait, comme j'ai toujours cadré uniquement l'inscription du nom, même s'il y avait d'autres personnes qui étaient enterrées dans la même tombe, ça faisait une toute petite plaque comme ça. Et en fait, chacune jouait, puis ensuite j'ai fait une composition, et là j'ai fait une installation avec les images. Et puis ensuite j'ai disposé les choses, et puis rajouté encore des bouquets de fleurs, histoire qu'on ait un tout petit peu un doute entre le mausolée, le panthéon, le cimetière, et puis le musée. Par contre, un autre livre que j'ai fait, pour lequel j'avais été initialement invité à Vevey, en fait, c'était sur cette base. Il voulait faire quelque chose autour de ce livre Children, où en fait c'est une collection de photos récupérées, des fois dans des reportages à la télévision. Chaque fois qu'il y a une biographie sur quelqu'un comme ça, un portrait de quelqu'un, il y a souvent une image de son enfance. Donc je photographiais comme ça à la télévision pour avoir des images, ou bien sur le web, etc., ou bien dans des bouquins, ou des fois en demandant même à la famille pour certaines personnes. Et puis là, par contre, ça fonctionne. Alors c'est des images comme ça qui sont volées, entre guillemets, mais ça fonctionne en tant que livre, vraiment. Et je le verrais pas faire comme exposition. Parce que là, en fait, ça joue, voilà, on a une page, et puis au dos de la page, on a le nom de la personne. Donc on commence de jouer aux devinettes. Et puis là, le livre fait tout son sens. Parce que dans une exposition, il faudra aller regarder le texte ailleurs, etc. Tandis que là, c'est comme un jeu, quoi. Je sais, j'ai vu plusieurs personnes prendre ce livre dans les mains. C'est vrai, tout à coup, on se dit, c'est qui? C'est un sympa, c'est pas un sympa, parce qu'il y a des sympas et puis il y a des pas sympas du tout. Puis il y a des pas sympas du tout qui sont super beaux. Il y a l'assassin de John Lennon, par exemple, magnifique. Tout à fait. Ou bien il y a une photo d'Oussama Ben Laden, tout à fait étonnante, comme on peut pas du tout se l'imaginer, qui en fait est en goguette avec ses amis, je pense, d'école, en Suède. On s'imagine pas du tout Oussama Ben Laden en Suède. Et voilà, pas du tout non plus en habit tel qu'on l'a toujours vu, là, en train de se marrer avec ses copains.
En fait, c'est un projet que je poursuis depuis plus que 10 ans, où j'essaye à différents endroits du monde et dans différents contextes d'inimitié de trouver des sosies qui viennent de deux camps opposés. Et dans l'occurrence, ça c'est un petit Palestinien et ça c'est une petite Israélienne. Et c'est un projet voilà qui est où il faut la photo, effectivement. Mais là il y a une histoire encore assez particulière, c'est que quand j'ai publié des photos de Palestiniens dans un grand journal israélien en quête de sosie, en fait j'ai reçu cette photo-là, la petite Israélienne, et puis en l'occurrence, quand j'ai téléphoné aux parents pour leur demander s'ils étaient d'accord que leur fille participe au projet, ce qui n'était pas du tout gagné d'avance, parce que c'est un peu comme si aujourd'hui je faisais le projet entre la Russie et l'Ukraine. Vous imaginez un peu ce que ça peut donner, puis Israël-Palestine, ça fait très longtemps que c'est sur ce niveau de tension. Donc les parents ont dit « Ah oui, parce que nous, c'était un professeur de géopolitique, le père, qui avait toujours prôné une solution à deux États là-bas. » Il a dit « Ah oui, d'accord, bien sûr, vous pouvez utiliser la photo, etc. » Puis j'ai dit « Alors, je peux venir pour photographier votre fille à Jérusalem, parce qu'ils habitaient Jérusalem. » Il m'a dit « Oui, oui, il n'y a pas de problème. » Et on téléphone 10 minutes après. Et il me dit « Ah, mais en fait, ça va pas le faire. Parce que ma fille, elle a 45 ans. » Donc quand il a vu en fait la photo du petit Palestinien dans le journal, il a reconnu la photo de sa fille 40 ans avant. Et je trouve que là aussi par rapport à la photographie, la mémoire, etc., la trace, c'est assez impressionnant. Et alors finalement, j'étais un peu désemparé, je me suis dit zut, c'est trop bête que ça fonctionne pas. Et en fait, on a été chez le coiffeur, j'ai téléphoné tout de suite à la mère du petit Palestinien, je lui ai demandé est-ce que tu as coupé les cheveux parce qu'elle avait les cheveux un peu plus longs que l'israélienne au moment où on s'était vu. Elle a dit non, je lui ai dit alors écoute si tu peux ne pas les couper et puis on ira chez le coiffeur directement, on était chez le coiffeur à Ramallah et on a coupé les cheveux exactement la même chose que la coupe de l'israélienne et ensuite on a été dans un studio photo à Jérusalem et puis on a fait des photos, il y en avait peut-être 200 pour essayer de rechoper la même lumière, le même angle de vue, le même sourire, etc. Donc on a peut-être fait 200 photos, il y avait celle-là qui était magnifique, où on retrouve vraiment les deux enfants, puisqu'il n'y avait plus moyen de les réunir. Donc c'est aussi un montage, une image. C'est aussi ce qu'on veut bien lui faire dire à un certain moment. Ça c'était le même projet, mais entre Serbie et Bosnie musulmane. Là aussi, deux enfants, aussi des grosses tensions. Et puis là, j'ai le projet d'en faire un, mais un peu plus soft. Quoique c'est pas toujours quand c'est plus soft que ça marche mieux, parce qu'en Belgique, étonnamment, un Flamand a refusé de poser à côté de son sosie wallon. Dans une situation, c'est étonnant des fois. Il y a eu plusieurs endroits où j'ai essayé de faire le projet. Là, un de mes objectifs, c'est de faire entre les fans du Real Madrid et puis ceux du Barça. Je trouve qu'il y a aussi des rivalités sportives de temps en temps. Enfin voilà. Donc là, on utilise la photo comme ça, quoi. Torpedo Institute de Jean Tinguely. Jean Tinguely avait, dans les dernières années de sa vie, en fait, constitué, tout près d'ici, à la Verrerie, un anti-musée. Donc il a choisi un bâtiment industriel. Il a commencé d'ordonner les choses dans cet anti-musée de manière très précise, avec une timbreuse, qui est d'ailleurs maintenant chez moi. Et il y avait aussi, juste à l'entrée, une secrétaire dont la fonction, et il a écrit le cahier des charges de la secrétaire, c'est extraordinaire. La fonction, c'était uniquement de se vernir les ongles et de téléphoner toute la journée, sans s'occuper des visiteurs. Donc exactement aux antipodes de tout ce qu'on fait dans un musée. On accueille les gens, on les prend par la main. Et puis il avait prévu un dispositif qu'il n'a pas eu le temps, parce qu'il est mort après, de mettre en place avec des audioguides. Comme ça se fait partout. Sauf qu'il demandait aux gens qui allaient visiter de dire quelle langue ils parlaient, et il leur donnait volontairement un casque avec une langue qu'ils parlaient absolument pas, histoire d'être obligés de s'occuper des œuvres qui étaient ensuite réparties dans l'espace, et pas, bien sûr, du commentaire. Donc voilà, puis ensuite, il y avait plein d'œuvres comme ça qui étaient, il y avait plus que 120 de ces sculptures, plus des œuvres de plein d'artistes, etc., qui étaient là-bas, disposées dans le noir complet. Tinguely meurt en 1991, en 3 jours, attaque cérébrale. Et puis, 3 jours après, la Liberté titre, on va ouvrir l'antimusée de Tinguely à la Verrerie, selon ses vœux. C'est ce que dit le notaire de Tinguely à ce moment-là. Puis une année après, le même notaire dit oui, mais en fait, Tinguely a jamais rien laissé par écrit. C'était une de ses folies parmi d'autres. Et puis bon, le temps passe un peu. Bâle, entre-temps, fait le forcing pour faire un musée à Bâle. Et puis, le jour de l'inauguration du musée de Bâle, il y a un journaliste qui arrive, il y avait Niki de Saint-Phal qui présentait en fait le musée de Bâle, puisqu'elle était l'épouse et l'héritière de Tinguely.
Et puis le journaliste lève la main, lui dit « Madame de Saint-Phal, est-ce que c'est vrai que Tinguely, en fait, il voulait que toutes ses œuvres soient à la verrerie, c'est-à-dire dans le canton de Fribourg, et qu'il a dit ça par testament ?» Puis Niki de Saint-Phal dit « Non, non, c'est pas vrai. Seulement le journaliste avait une copie du testament de Tinguely. » Mais bien sûr, tout était désossé, il n'existait plus rien. Donc ça a fait une polémique pas possible, ça a fait des pages et des pages de journal en Suisse pendant des semaines et des mois, après la mort de Tinguely, c'est assez étonnant. Et puis nous, on était avec Michel Ritter, le premier directeur de Friard et d'autres, on était pas mal impliqués là-dedans parce qu'on avait lutté pour que les choses se fassent. À partir de ce moment-là, bien sûr, j'ai été recueillir des témoignages, mais surtout, il fallait aussi, pour l'attester, recourir à des images. Et sans images, il n'y a pas de réalité. C'est ce que disait Paris Match à un certain moment. Hein, je veux dire, c'est le poids des mots, mais le choc des photos. Hein, les photos, quelque part, c'est une manière de dire « ça s'est passé ». Les mots, ils sont beaucoup plus vagues. Et avec l'éditeur avec qui on a travaillé, avec Patrick Frey à Zurich, en fait, on a vraiment eu l'envie de mettre chaque fois, au début de chaque chapitre, d'abord les images et ensuite le texte. C'est-à-dire qu'un peu comme on se promènerait justement dans cet anti-musée, eh ben, on se promène dans les images au lieu de se promener dans le lieu réel, et puis après, on sait à quoi correspondent les images et ce qui se trouvait dedans, etc. Donc voilà. Voilà. Julep.